Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Afin de renforcer la présence et l'influence française, le président Emmanuel Macron a effectué une visite inédite au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en y dévoilant sa stratégie Indo-Pacifique. Cette initiative, axée sur la défense et l'écologie, vise à contrer les nouveaux impérialismes et à redéfinir le rôle de la France dans cette région. Hier et aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a fait une escale marquante au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec l'intention de renforcer l'influence française et de concrétiser sa stratégie Indo-Pacifique. Cette visite, une première pour un chef d'État français, a été l'occasion pour lui de mettre en lumière l'engagement français dans cette région, jusqu'à présent restée peu visible, voire inexistante selon certains observateurs. Au Vanuatu, Macron a dénoncé les nouveaux impérialismes qui menacent la souveraineté des États du Pacifique, une déclaration faisant écho à la rivalité d'influence avec la Chine, les États-Unis et l'Australie dans la région. Pour y faire face, la stratégie Indo-Pacifique de Macron s'articule autour de deux axes, la défense et l'écologie. Avec une boussole, la souveraineté des peuples et l'indépendance des États. L'Indo-Pacifique tout particulièrement, et peut-être l'Océanie plus encore en son sein, a une souveraineté et une indépendance qui est bousculée par le monde contemporain. D'abord, la prédation des grandes puissances. Les navires étrangers pêchent de manière illégale une zone économique exclusive. Dans la région, de nombreux prêts aux conditions léonines étranglent littéralement les développements. Les pratiques commerciales sont de plus en plus détournées de leurs fondements. Les ingérences se multiplient. Pour asseoir la nouvelle relation que la France tente de construire, la reconnaissance du douloureux passé dans la région était une démarche importante pour le président Macron. Parce que nous reconnaissons notre passé colonial ici au Vanuatu. L'histoire des Nouvelles Hébrides est une histoire d'accaparement des richesses et d'exploitation des populations. Le Vanuatu a subi une colonisation aussi brutale que celle qui a sévi ailleurs, en Afrique ou en Asie. Et aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte à l'avant-garde de l'autodétermination des peuples. Une démarche qui, il l'espère, ouvrira la voie à un avenir plus collaboratif et respectueux. Le président a mis un accent particulier sur l'environnement, soutenant l'initiative du Premier ministre vanuatais Ismaël Kalsakaou pour une action immédiate face au changement climatique. L'Agence française de développement va se réengager dans toute la région. 200 millions d'euros seront consacrés au Pacifique par l'Agence française de développement sur ce quinquennat, soit 5 fois plus que les 5 années passées. Et beaucoup plus que ce que nous faisions historiquement. Ces mouvements stratégiques visent à donner une nouvelle dimension à la présence française dans le Pacifique et à positionner la France comme une puissance d'équilibre en opposition aux nouveaux impérialismes. Une manœuvre délicate qui se veut capable de redéfinir le rôle et l'influence de la France dans cette région cruciale du monde. Et le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays pouvait remplacer les céréales ukrainiennes en les fournissant gratuitement à certains pays africains. Il cherche à étendre l'influence de la Russie en Afrique. Mais moins de la moitié des dirigeants du continent participent au sommet Russie-Afrique. Hier, le président russe Vladimir Poutine a déclaré aux dirigeants africains qu'il leur offrirait des dizaines de milliers de tonnes de céréales dans les mois à venir, malgré les sanctions occidentales. Il a déclaré que le Zimbabwe, la Somalie, la République centrafricaine et 3 autres pays recevraient 25 à 50 000 tonnes de céréales gratuitement. Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes à la fois sur le plan commercial et sous forme d'aide gratuite aux pays les plus pauvres d'Afrique, d'autant plus que nous nous attendons cette année encore à une récolte record. La décision de la Russie de quitter l'accord sur les céréales de la mer Noire la semaine dernière a suscité des critiques. Mais Poutine a déclaré que Moscou avait quitté l'accord parce qu'aucune des promesses concernant la facilitation de ses propres exportations de céréales et d'engrais n'avait été tenue. Il a précisé que plus de 70% des céréales ukrainiennes exportées dans le cadre de l'accord étaient destinées à des pays à revenus élevés ou supérieurs à la moyenne, y compris dans l'Union européenne, tandis que des pays pauvres comme le Soudan recevaient moins de 3% des cargaisons. Il s'agit d'une situation paradoxale. D'une part, les pays occidentaux entravent l'approvisionnement de nos céréales et de nos engrais. Et d'autre part, je le dis clairement, ils nous accusent hypocritement d'être responsables de la crise actuelle sur le marché mondial des denrées alimentaires. Poutine ne peut se rendre dans de nombreux pays en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Selon un analyste, Poutine considère le sommet Russie-Afrique comme une occasion d'occuper le devant de la scène devant les dirigeants de tout un continent.
Il est très important du point de vue de Poutine de montrer que la Russie n'est pas isolée, et beaucoup dépendra du fait que le taux de participation s'approche, ne serait-ce que de loin, des 43 chefs d'État que nous avons vus arriver en 2019. La Russie affirme que 49 des 54 États du continent sont représentés au sommet Russie-Afrique, dont 17 par leur chef d'État et 4 par leur chef de gouvernement. Cela représente moins de la moitié du nombre de dirigeants qui ont participé au sommet en 2019. Et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a accueilli le ministre russe de la Défense à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, célébré en Corée du Nord comme le jour de la victoire. Cette visite constitue la première grande ouverture de la Corée du Nord sur le monde depuis la pandémie et illustre son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a dévoilé au ministre russe de la Défense des missiles balistiques interdits lors d'une exposition sur la défense, alors que les deux voisins se sont engagés à renforcer leurs liens. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État nord-coréens ce jeudi. Le ministre russe Sergueï Shoigu et une délégation chinoise dirigée par un membre du bureau politique du Parti communiste sont arrivés en Corée du Nord cette semaine. Ils sont en visite à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, célébré en Corée du Nord comme le jour de la victoire. Les missiles à capacité nucléaire ont été interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées avec le soutien de la Russie et de la Chine. Ils ont toutefois servi de toile de fond à la démonstration de solidarité des trois pays, unis par leur rivalité avec les États-Unis. Shoigu effectue la première visite d'un ministre russe de la Défense en Corée du Nord depuis la chute de l'Union soviétique. Pour la Corée du Nord, l'arrivée des délégations marque sa première grande ouverture au monde depuis la pandémie de Covid-19. Les médias nord-coréens ont rapporté que Shoigu avait remis à Kim une lettre du président russe Vladimir Poutine. Kim a déclaré que cette visite avait permis d'approfondir ce qu'il a appelé les relations stratégiques et traditionnelles entre la Corée du Nord et la Russie. Les médias nord-coréens ont indiqué que Kim avait exprimé sa conviction que, je cite, « l'armée et le peuple russe remporteraient de grands succès dans la lutte pour la construction d'un pays puissant ». Les rapports des médias locaux sur KCNA n'ont pas fait référence à la guerre en Ukraine, mais le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sung-nam, aurait déclaré que la Corée du Nord soutenait pleinement ce qu'il a appelé la bataille pour la justice de la Russie et la protection de sa souveraineté. Les médias nord-coréens ont indiqué que Kim avait également rencontré Lee Hong-jong, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, pour des entretiens, et qui lui avait remis une lettre du président chinois Xi Jinping. Et la candidate à la présidence Nikki Haley met en garde contre le rôle de la Chine dans la crise du fentanyl aux États-Unis. Elle a parlé des dangers du régime chinois lors d'un événement de campagne dans le New Hampshire, citant son expérience en tant qu'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Le fentanyl a franchi la frontière l'année dernière en quantité suffisante pour tuer tous les Américains. La première cause de décès chez les adultes de 18 à 49 ans, le fentanyl. Ne pensez pas une seconde que la Chine ne sait pas ce qu'elle fait lorsqu'elle l'envoie. Ali a déclaré que la toxicomanie devrait être une question prioritaire pour tous les Américains. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud a appelé les États-Unis à mettre fin à leurs relations commerciales avec la Chine et à remonter à la source du fentanyl. Les données montrent que 85% des décès par overdose survenus dans le New Hampshire en 2022 impliquaient le fentanyl. Et le Sénat américain a adopté à une écrasante majorité 2 amendements au budget de la défense visant à protéger les intérêts américains contre la Chine. Les entreprises technologiques devront informer le gouvernement de toute transaction avec des entreprises basées en Chine. Par ailleurs, les entités et les individus originaires de Chine ne pourront plus acheter de terres agricoles. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec le colonel John Mills, ancien directeur de la politique de cybersécurité au ministère de la Défense américaine et auteur de « The Nation Will Follow », que l'on peut traduire par « La nation suivra ». Colonel John Mills, c'est un plaisir de vous revoir. Chris, merci. C'est un honneur d'être là. Le Sénat veut que les entreprises technologiques américaines informent le département du Trésor de leurs transactions avec des entreprises basées en Chine. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Les Chinois comprennent nos processus et notre législation. Et ils jouent sur notre terrain. Ils trouvent des failles et des échappatoires. C'est aussi simple que cela. Et nous devons nous améliorer dans ce domaine. Mais c'est ce qui se passe ici. Parlez-nous de certaines de ces failles.
Par exemple, les achats de terres. Ce problème n'était pas relevé par le Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis. Ça a été considérablement mis à jour en 2018 avec l'examen des risques d'investissement étranger. Mais les achats de terres étaient vraiment très peu traités, notamment sur la façon de traiter et comment examiner. Les Chinois le savaient, et ils étaient en train de parcourir notre pays, parce qu'ils savaient que nous n'avions pas d'exigence ou de mécanisme. Il n'existe pas de base de données au niveau fédéral, où une agence gouvernementale américaine suit et contrôle qui achète quel type de terrain. Quel type de menace représente le fait que des entreprises chinoises ou des particuliers chinois possèdent des terres agricoles aux États-Unis? Il y a 3 aspects. Premièrement, ils ont besoin de nourriture, et une grande partie de ces terres sont des terres potentielles qu'ils peuvent contrôler pour, au fil du temps, la production de nourriture. Je citerai l'exemple de la Caroline du Nord, où ils n'achètent pas autant de terres, mais où ils ont été très impliqués dans l'élevage de porcs, qui était une industrie énorme dans la Caroline du Nord. Deuxièmement, cela donne une influence. Dans l'exemple précédent, cela a déstabilisé la politique intérieure américaine en Caroline du Nord. Donc, c'est une opération d'influence. Troisièmement, cela constitue une base pour espionner et cacher des choses. Ce sont donc 3 aspects qui font partie de leur stratégie d'acquisition de ces terres. Les États-Unis disposent maintenant de ce texte législatif, mais que pourraient-ils faire d'autre pour résoudre ces problèmes? La législation est une bonne chose, mais elle doit être promulguée. Et nous devons rapidement mettre la bureaucratie en marche, car chaque fois qu'une loi est adoptée, cela signifie que des personnes, des programmes et des ressources doivent être mises en place. Nous devons également nous pencher sur la question des achats passés. Normalement, les lois ne criminalisent pas rétroactivement. Cela va à l'encontre de la Constitution américaine. Mais je pense qu'ici, il y a ce qu'on appelle un impératif de sécurité nationale. Nous devons donc nous pencher sur les achats récents. Et nous devons vraiment examiner ces achats, littéralement les examiner sur place. Nous devons comprendre l'utilité. Ces achats sont-ils destinés à la production de denrées alimentaires? Les achètent-ils pour des opérations d'influence? Est-ce qu'ils cachent des choses? Colonel John Mills, merci de nous avoir éclairés. Merci Chris, c'est toujours un honneur. Et la réglementation britannique en matière d'intelligence artificielle pourrait laisser des brèches ouvertes à l'entrée de l'intelligence artificielle développée de manière non éthique dans d'autres pays. L'approche britannique compartimentée est flexible, mais pourrait rendre plus difficile l'application de ces règles aux logiciels fabriqués à l'étranger. Toutefois, un expert juridique affirme que les entreprises d'intelligence artificielle doivent s'attendre à un examen minutieux. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Les grandes nations du monde entier élaborent des réglementations en matière d'intelligence artificielle. Mais les experts s'inquiètent de voir l'intelligence artificielle se développer là où ces règles n'existent pas. Dan Whitehead, avocat au cabinet Hogan Lovells, explique que l'UE cherche à imposer des règles extraterritoriales. Ils disent que même si vous développez votre IA dans un autre pays qui a des normes beaucoup plus basses, voire inexistantes vis-à-vis de l'IA, vous serez toujours soumis à nos règles si vous la déployez dans notre pays. Alors que l'UE crée une loi globale, l'approche du Royaume-Uni se concentre plutôt sur des principes fondamentaux que chaque régulateur appliquerait. L'autorité de régulation des communications appliquerait ces principes aux communications et ainsi de suite. Cela permet une plus grande flexibilité que la loi européenne sur l'IA. Toutefois, Whitehead a déclaré que cela signifiait également qu'il ne serait pas aussi facile pour le Royaume-Uni d'imposer des règles aux entreprises qui développent l'IA dans d'autres pays. Ils s'appuieront plutôt sur les régulateurs qui ont déjà ces pouvoirs, comme par exemple, dans le cadre du GDPR, le régulateur britannique, ici le commissaire à l'information, a la capacité d'imposer ces règles sur une base extraterritoriale aux entreprises qui opèrent dans d'autres juridictions.
Selon lui, le tableau est beaucoup plus confus pour le Royaume-Uni que pour l'UE. Pour le Royaume-Uni, les règles seront compartimentées entre les régulateurs. Les entreprises pourraient vouloir profiter des failles ou des lacunes de la loi. Whitehead a déclaré qu'elle devrait toujours s'attendre à un examen minutieux. Je pense que la majorité de l'IA est développée par de grandes organisations, de grandes entreprises technologiques, de grandes institutions financières ou même par des start-up qui veulent devenir de grandes entreprises. Il sera très difficile d'éviter les contrôles en utilisant des sociétés écrans et d'autres moyens de ce genre. Je pense que le contrôle va très probablement se mettre en place. Les entreprises doivent s'y préparer. Jusqu'à présent, aucune réglementation majeure n'a été finalisée pour l'IA. Selon Whitehead, les pays en sont tous à des stades différents de propositions de législation dans ce domaine. Il est inévitable que des changements soient apportés à ces textes avant qu'ils ne soient promulgués. Mais ce que nous constatons également avec d'autres réglementations sur le numérique, c'est que les choses deviennent plus claires avec le temps, avec la jurisprudence, avec les jugements des tribunaux, l'impact exact de ces lois et la manière dont elles seront appliquées et interprétées dans la pratique. Il a ajouté que des ambiguïtés subsisteront pendant de nombreuses années et que nous devrons voir comment elles seront exploitées et résolues. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et les archéologues ont découvert le théâtre privé de l'empereur romain Néron près du Vatican, une découverte qualifiée d'exceptionnelle. Le théâtre impérial était mentionné dans des textes romains anciens, mais n'avait jamais été retrouvé jusqu'à présent. Les archéologues à Rome pensent avoir trouvé les ruines du théâtre privé de l'empereur Néron sur le terrain d'un futur hôtel Four Seasons. Les ruines se trouvent sous le jardin clos du palais de la Renaissance, à quelques pas du Vatican. Des archéologues ont effectué des fouilles dans les profondeurs du jardin depuis 2020 dans le cadre des rénovations prévues du Palazzo della Rovere orné de fresques. Il faut imaginer que cette structure du théâtre se poursuivait sous la route derrière. Elle devait avoir un diamètre d'environ 42 mètres. Les autorités ont qualifié ces découvertes d'exceptionnelles. Le théâtre impérial du 1er siècle, qui pouvait accueillir plusieurs milliers de spectateurs, était mentionné dans d'anciens textes romains mais n'avait jamais été retrouvé. Les archéologues l'ont identifié grâce aux colonnes de marbre et aux plâtres décorés de feuilles d'or mentionnées dans les textes de Pline l'Ancien, un auteur et philosophe de l'Antiquité romaine. Ces colonnes, qui reposent aujourd'hui sur le sol le long de ce mur, faisaient très probablement partie de la décoration de la scène. Ce sont des colonnes de grande valeur. Des gobelets en verre coloré et des pièces de poterie datant du Xe siècle ont également été découverts. Comme le raconte Pline l'Ancien, Néron a construit un théâtre ici, où non seulement il se produisait lui-même, avant d'aller devant un public plus nombreux au théâtre de Pompéi, situé dans le campus Martius, mais où il se produisait aussi très probablement dans des spectacles privés, qui étaient également ouverts à certains aristocrates. Selon les autorités, les antiquités transportées seront transférées dans un musée, tandis que les ruines de la structure du théâtre seront recouvertes une fois les études terminées. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr ou de cliquer sur le lien qui s'affiche sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD. Communism is a cult, and in China, worship is mandatory. That's why the party is making a mecca for communism. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. Hey, you know the greatest thing about summer? Taking a vacation. And what better place to vacation than the killing fields of communist China? North Korea sounds like a more relaxing place to take a holiday. But that's what the Chinese Communist Party is promoting with its red tourism sites. These are sites that have significance to the party's history, although don't expect to actually learn history there. This is about promoting the party and whitewashing all of its red crimes. Their history is about as accurate as Helen Keller playing darts. The Communist Party has been promoting these red tourism sites as meccas for atheist Communist Party devotees.
There, tourists get to experience firsthand what it's like to be a communist in China, from taking the party oath to ascending towards CCP heaven, to holding aloft the holy book, Mao's Little Red Book. They also get to follow the revolutionary war path that the communists took in their journey to power, places like Nanhu Lake. The Communist Party held its first Congress in 1921. The story goes that the communists tried to hold their meeting in Shanghai, but then got kicked out by police, so they had to have it on a boat. Which, I mean, can't we all relate? Just when the party's really getting started, that's when the cops show up, am I right? According to state media, red tourism is becoming increasingly popular. Some 41.7% of respondents to a survey said they visited red tourist sites more than 3 times in 2021. Over 40% of them went to such places frequently and voluntarily. You know how people never describe their Hawaiian vacation? Totally voluntary. No one forced me, I swear. I had tons of mandatory fun. In 2019, Bloomberg described the crowd at one of these sites. Groups from private companies, state enterprises, and government departments. In other words, not your average tourist who's geeking out for the CCP fan fiction. I mean, history. But I'm sure there are people who go there just for the fun of it. I mean, who wouldn't want to train like a Red Guard for a day? Or maybe it's not full training, like you probably don't get to actually torture and kill your family members there. That probably costs extra. War reenactments are another attraction. Here are Chinese soldiers acting out a scene from the Second Sino-Japanese War. His performance as an imperial Japanese army officer evokes such strong emotions among the audience that some have even thrown things at him on stage. Encore, encore. And no red tourism trip would be complete without seeing the sights from a red spy balloon. Oh wait, did I say spy balloon? I meant a totally civilian unmanned airship. But why is the party putting all this energy into red tourism? I'll tell you after the break. Welcome back. The Communist Party is promoting red tourism, but why? According to state media, these communist Disneylands are part of an anti-poverty campaign to give rural economies a little boost. As opposed to Communist China's old anti-poverty campaign of making policies so bad, all the poor people just starve. Can't have poverty if they're all dead. I doubt they'll teach any of that at these red tourism sites. According to Bloomberg, the government earmarked $370 million to develop red tourism between 2016 and 2020, turning it into big business. Especially for places like Zunyi, where the Red Army hosted a meeting that led to some reforms. State media claims it was red tourism that injected vitality into the city. Look at all the vitality. Last year alone, state media says Zunyi raked in about $12 billion from tourism. Wow, that seems like a lot of money. That's almost 3 times as much as Universal Studios Hollywood made in 2022. Makes sense. Kids are always saying, I don't care about roller coasters or Harry Potter, I want to go see Zunyi. But if you read the fine print, only about 18% of that came from red tourism. But speaking of the kids, the CCP wants you to think it's Gen Z that's driving red tourism. Hello, fellow comrades. But it doesn't actually give any evidence of that. It just says Gen Zers have become the major participants of red tourism without giving any numbers. But according to one Bloomberg reporter, that was not the demographic he was seeing at these red tourism sites. So I'm here at the Jinganshan Revolution Museum, which is a very popular spot apparently. There's lots of people here today, mainly older people, and they're attired in red caps, red scarves. I wonder why China's young people aren't going. They should have a lot of time on their hands now that youth unemployment is at a record high. So it's mostly older Chinese who are there because of their job. Their idea to lift rural areas out of poverty is basically boomer field trips. Brilliant. But what about foreigners? If it's such a big hit in China, surely there are foreigners flocking there too, right? According to state media, loads. Like
delegates from several foreign countries, including Cuba, Vietnam, Cambodia, Laos, and African countries. Yes, unspecific African countries. And when foreigners come, China will be ready for them. At one RED site, there are about 80 guides working in Chinese, English, Russian, Italian, and Japanese. Yes, I'm sure the Japanese are going to love this. How inspiring. So why is the party really going to such lengths to promote red tourism? Well, there's a much more sinister reason than fighting poverty. And I'll tell you what it is right after this break. Welcome back. China says it's promoting red tourism to alleviate poverty. But is that the real reason? Red tourism in China isn't actually new. It's been around for quite a few years already. According to the China Media Project, the concept of red tourism first arose in the late 1990s, although the party was promoting its history for decades before that. In 2004, it was officially added to the country's tourism plan, but it became much more popular after 2012 when Xi Jinping came to power. While former leaders focused on development over ideology, Xi made communism a centerpiece of his political philosophy. For him, promoting red tourism isn't just about teaching history. The officially atheist Communist Party has spent decades trying to turn communism into China's religion. Cult might be more accurate. Party members go through an initiation ritual where they pledge their life to the party. 随时准备为党和人民牺牲一切. It has a godlike figure, a prophet, a lineage of popes, and an army of priests who interpret the dogma for the masses and sometimes even go door to door, although it's hard to read their good book with that black bag over your head. The foundation of the belief system is Marxism-Leninism, but each Chinese leader has their own theological interpretation that's part of the party's constitution. It demands ideological purity from its members and forbids them from practicing other religions, even for officials who are no longer in the party. Which is just wrong. Everyone should be free to find their way to the one true faith, Jediism. May the Force be with you, and also with you. Karl Marx is famous for saying that religion is the opiate of the masses, but the Communist Manifesto goes further, saying religion is antithetical to communism. It says communism abolishes eternal truths. It abolishes all religion and all morality. Mao took that to heart and during the Cultural Revolution tried to root out what he called the four olds. Old ideas, old culture, old customs, and old habits. A lot of traditional beliefs like good being rewarded with good and evil with evil were struck down as heresy. There was really no moral code except to obey the party no matter how dehumanizing or dangerous it was. That led to things like children turning their parents in for being counter-revolutionaries, people being killed based on rumors or accusations, and yes, even cannibalism. This probably won't be brought up at the red tourist sites, which is a shame because that'd be a perfect tie-in for their food courts. Try our hot dogs before you eat your grandma. After Mao died in 1976, the Cultural Revolution ended. And while things were definitely more stable, the Cultural Revolution had wiped out a lot of the morals that kept society together. That turned out to be a problem when normality became the goal. In 2001, the party came up with a code of ethics that seemed to be its atheist solution for the vacuum that religion had filled. It calls for upholding the ideals of Marxism, promoting the traditional virtues of China, and creating a socialist moral system. Yes, clearly the problem with the Cultural Revolution was not a strong enough belief in the ideals of Karl Marx. But here's where it starts to sound really preachy. It says that to promote the fine traditions set by the party leaders, people must inherit the red gene and renew the spiritual lineage. The red gene? I always thought communism was just a bad idea. Apparently, it's a disability. The spiritual lineage and red genes part is referring to its revolutionary spirit, which party leaders are hoping to pass down to younger generations.
Not that the party is encouraging anyone to actually go start a revolution right now. And they had a lot of mixed messages about creating younger generations. Xi has been trying to whip up excitement for the communist cause that got so many young people involved during the Cultural Revolution. In a series of quotes published by the party's official magazine, Xi called on members to make good use of red resources, inherit red genes, and pass on the red country from generation to generation. In China, apparently there's no such thing as too much red. I mean, look, they're even putting red lipstick on poor kids. Going back to red tourism, part of this whole red gene thing is about learning the party's history by visiting what the party calls its holy sites. The party ethics document calls for patriotic education bases and revolutionary commemorative facilities to promote what it calls the fine traditions created by the party's leading people. Yes, the fine traditions created by the party's leading people. In party literature and state media, former revolutionary bases are labeled holy sites, and the almost obligatory visits to such locations by the rank and file are meant to baptize members in the communist faith. Though considering how much they use torture, it's hard to tell if it's baptism or waterboarding. So what do you think of red tourism? Leave your comments below. And remember, China Uncensored wouldn't exist without your support. Leave a like and a comment, and join the China Uncensored 50 Cent Army. Those are the fans who support the show on the crowdfunding website Patreon. Visit patreon.com/China Uncensored to learn more. And as a thank you, I answer questions from the China Uncensored 50 Cent Army at the end of episodes. Today's question comes from Ariga. You've mentioned many times that the world subsidizes China by giving them developing nation status, and thus very cheap shipping costs. What is the process to get this changed, and how can we help? Great question. So for instance, China still classifies itself as a developing nation with the World Trade Organization, even though it's the second largest economy in the world. It gets loads of subsidies and benefits because of it, but get this. There's no process for changing that in the WTO. A country gets to declare for itself if it's a developing country, and China's not going to say otherwise while getting its benefits. Could we kick them out of the WTO? There's also no process for that. So what can be done? Well, we have to tell our elected officials to get tough on China. When every country in the WTO starts demanding accountability because the people of those countries are demanding accountability, that's when things will change. That's why I'm so grateful for all the help fans have given in making this show possible. Together, we are changing how people view the Chinese Communist Party, and we are making a real difference. Thanks for your question and your support. And thank you for watching. Once again, join the China Uncensored 50 Cent Army over at patreon.com/China Uncensored. I'm Chris Chappell. See you next time. Les anciens Chinois pensent qu'un homme vertueux ne se laisse pas aller même quand personne n'est autour de lui. Voici une histoire datant de la période Chunqiu, moins 770 à moins 476, dans laquelle Chu Boyu, haut fonctionnaire du royaume de Wei, a montré l'image d'un gentilhomme vertueux qui reste honnête même lorsqu'il est seul dans la nuit. L'histoire se trouve dans le classique Biographie des femmes exemplaires de la dynastie Han. Une nuit, le roi Wei Lingong et son épouse étaient assis à l'intérieur du palais. Ils entendirent le bruit d'un char se rapprocher, puis s'arrêter devant la tour de guet. Un instant plus tard, le char s'éloigna de la tour et bientôt le bruit réapparut. Wei Lingong demanda à son épouse « Savez-vous qui pourrait être cette personne ?» La dame répondit « C'est certainement Chu Boyu. » Le roi lui demanda encore « Comment pourriez-vous en être sûr ?» Son épouse répondit « Selon les règles de l'étiquette, les gens doivent descendre du char quand ils passent devant le palais du roi. En voyant un cheval du roi,
Les gens doivent mettre leurs mains sur la barre transversale du char en signe de respect. Des fonctionnaires vraiment fidèles et des fils loyaux n'ont nul besoin de faire connaître leur intégrité morale. Ils ne feront pas ce qu'il ne faut pas faire, même si personne ne peut les voir. Elle poursuivit. Chu Bo-yu est un homme vertueux dans notre royaume. Bienveillant et sage, il respecte beaucoup les anciens. Une telle personne ne manquera jamais de respecter l'étiquette, même dans un endroit où personne ne peut la voir. Je sais donc que cet homme qui reste si attentif dans la nuit doit être Chu Bo-yu. Wei Ling-gong envoya quelqu'un pour découvrir de qui il s'agissait, et comme prévu, son épouse avait raison. Mais pourtant, il dit délibérément « Vous avez mal deviné, ce n'était pas Chu Bo-yu ». Son épouse, elle, lui versa un verre de vin et le félicita. Wei Ling-gong ne comprit pas ce comportement, et la dame s'en expliqua. Au départ, je pensais que seul Chu Bo-yu pourrait être digne d'un grand fonctionnaire dans notre pays. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait un autre qui puisse se comparer à lui. Donc vous en avez deux maintenant. S'il y a plusieurs ministres pleins de vertus dans notre pays, n'est-ce pas une bénédiction? C'est pour cela que je vous félicite. Après avoir entendu cela, Wei Ling-gong ne put s'empêcher d'applaudir. Il n'oublia pas non plus de dire la vérité à son épouse. Vous ne vous êtes pas trompé, cette personne était bien Chu Bo-yu. Chu Bo-yu n'a pas triché dans la nuit. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Les anciens Chinois pensent que l'honnêteté se vérifie lorsqu'on est seul, que l'une des vertus les plus précieuses est de pouvoir se comporter toujours conformément à l'étiquette, même dans un endroit où personne ne peut nous voir. Chu Bo-yu a eu de bonnes relations avec Confucius, qui a fait ses éloges, le qualifiant de vrai Junzi, un vrai gentilhomme. Les preuves, il y en a trop. Comment est-il possible que quand l'auteur d'un rapport sur les prélèvements forcés d'organes en Chine rencontre le directeur d'une rédaction spécialisée sur l'Asie, quand ils se rencontrent, à la fin de la conversation, ce journaliste dise « Non, moi je ne crois pas à tout ça. J'y crois pas. Je pense qu'il n'y a que les condamnés à mort qui sont utilisés dans les prélèvements forcés d'organes. » Moi, j'étais témoin de cette rencontre. J'ai entendu, je connaissais bien tous les arguments de l'auteur de ce rapport sur les prélèvements forcés d'organes. Il s'agit de David Kilgour, d'ailleurs, pour le nommer. David Kilgour, qui parle bien français, et qui parle anglais-français, il est canadien, qui a bien expliqué leur méthodologie. Comment ils ont pu démontrer l'existence de ce trafic, de ces prélèvements forcés d'organes, de ces meurtres, pour extraire des organes à des personnes vivantes. Il a tout expliqué. Sur le plan médical, en parlant de l'appareil d'État, ce qu'ils ont découvert dans le cadre de leur enquête, il a tout expliqué. Et il a donné le rapport. Et à la fin de cette conversation, je demande un peu ce que pense le journaliste, et il me dit non, moi j'y crois pas. Je pense qu'il n'y a que les condamnés à mort. Donc aussi, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, dans ce rapport sur les prélèvements forcés d'organes, David Kilgour démontrait comment les Falun Gong sont l'une des sources principales. Probablement la source principale, c'est ce qu'a dit le China Tribunal plus tard en 2019. Mais à l'époque, David Kilgour, avec son collègue David Matas, qui sont tous les deux avocats, avait déjà
estimer, on ne peut faire que des estimations, évidemment en Chine c'est extrêmement difficile d'avoir des preuves, mais ils avaient toute une méthodologie qui démontrait que voilà, le parallèle entre la persécution du Falun Gong, le nombre d'arrestations et la croissance des greffes inexplicables. Donc il y avait tout un faisceau d'arguments comme ça qui étaient avancés pour montrer que les Falun Gong étaient victimes sans contestation possible de ce trafic d'organes. Et pourtant, à la fin de la conversation, le journaliste dit « non, j'y crois pas ». D'ailleurs, il a ajouté des arguments, je ne peux même pas appeler ça des arguments, disant non, mais les Falun Gong veulent renverser le pouvoir chinois, donc ils utilisent des rumeurs comme ça. Que voulez-vous répondre ? C'est précisément, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir la réponse de David Kilgour à l'époque. Il a dit aux journalistes, sous-entendu ce que vous venez de dire, c'est précisément ce que dit le régime chinois. C'est-à-dire que le régime chinois, à un moment donné, a été obligé d'avouer que oui, ils utilisaient les condamnés à mort pour prélever des organes, ce qui est d'ailleurs illégal en Chine aussi, mais bon, ils ont avoué que ça avait bien lieu et qu'ils allaient prendre des mesures, mais ils l'ont avoué. Mais voilà, David Kilgour pointait le doigt sur le fait que le journaliste ne faisait que répéter précisément les éléments de la propagande chinoise. Et de la même façon, quand il dit tout ce que vous racontez, vous les Falun Gong, là, c'est juste parce que vous voulez renverser le pouvoir chinois. Pour nous, les Occidentaux, c'est très difficile à entendre. Pourquoi ? Parce que non seulement on est victime, imaginez que ce soit les Juifs, tous les victimes de génocide. Quand vous êtes victime d'actes aussi cruels, aussi massifs et aussi cruels, et qu'en plus on vous dit, sous-entendu c'est de votre faute, vous voulez renverser les Chinois, donc vous êtes persécutés, et vous dites que des mensonges, vous savez, en anglais il y a une expression qui dit « add insult to injury ». C'est-à-dire que non seulement vous êtes blessé, mais en plus on vous insulte. Donc c'est terrible, c'est terrible. Pour nous les Occidentaux, ben ça va, on est ici, on est libre, on fait notre travail de bénévole, on passe l'information, mais imaginez les Chinois qui sont là-bas, qui vivent ces horreurs, de familles brisées, des êtres chers qui disparaissent dans des conditions terribles, inimaginables. Vous savez, juste une citation qui m'avait marquée, parce que moi je suis juste une bénévole et je travaille dessus depuis 1999, j'étais tombée sur une citation qui disait « Il y a une forme, il y a une incapacité de l'être humain à imaginer ce qu'est le mal absolu. » Et là, c'est ce qui se passe. On est face au mal absolu, c'est inimaginable. Une des réactions qu'on peut avoir, c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'était vrai, on aurait mis fin à tout ça depuis longtemps. Et pourtant, voilà, on n'a pas déployé les moyens qu'on a déployés à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin au massacre des Juifs. Là, on devrait faire ça en vérité. On devrait mobiliser des nations libres pour aller mettre fin à ça, y compris avec les armes. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. Donc tout le monde, j'ai pas de réponse, mais je vous raconte juste ma vision des choses à mon petit niveau pour essayer de comprendre comment est-il possible qu'un massacre d'une telle ampleur ait lieu en Chine et qu'en même temps, on fasse si peu, on en parle si peu ou si mal. C'est très difficile à comprendre, c'est très difficile à expliquer. Donc là, je vous ai donné une piste qui est voilà, celle que nos médias ne sont pas si libres qu'on pense, parce qu'il y a actionnaire, parce qu'il y a business avec la Chine. Une autre piste, c'est voilà, cette incapacité à imaginer que ce soit possible, qu'on tue des gens, on leur prélève les organes alors qu'ils sont encore vivants. Même en le disant, j'ai beaucoup de mal à le concevoir, parce que c'est difficile à concevoir. Et pourtant, les preuves sont là, les témoignages, les données, les faits. Voilà, le China Tribunal a travaillé pour rendre sa conclusion en juin 2019 avec des avocats, des hommes de loi, des témoins directs, des Chinois qui sont venus parler, des journalistes. Et malgré tout ça, ça continue. On en parle peu ou on n'en parle pas dans les termes qu'il faudrait. Donc j'ai pas d'explication, mais c'est déjà bien de pouvoir en parler à votre micro. Chez Falun Info, on fait des vidéos régulièrement pour essayer d'analyser tout ça, parce que en effet, on manque d'informations, on manque de réflexion aussi sur ce sujet-là. C'est un sujet qui n'est pas un sujet chinois.
On l'a vu avec le coronavirus, quelque chose qui se passe en Chine, une injustice, un crime commis en Chine peut avoir des répercussions directes sur notre vie quotidienne en Occident. On l'a vu avec le coronavirus, mais il y aurait beaucoup à dire sur, par exemple, les efforts de résistance pacifique, et je pense que c'était l'objet de votre question aussi, c'est de dire que le journalisme éthique peut jouer un rôle très bénéfique dans l'information. Et puisque les médias chinois ne peuvent pas remplir ce rôle, puisqu'ils n'ont pas la liberté de faire leur travail de journaliste, eh bien on a vu apparaître dès le début des années 2000 des Chinois, des citoyens, qui se sont transformés en citoyens journalistes pour recueillir des informations, les imprimer, les distribuer à la population, pour informer la population sur ce qui se passait à côté de chez eux. Donc on dénombre à peu près 200 000, ce qu'on appelle des ateliers d'imprimerie clandestins, à peu près 200 000 selon le site Minhui, et entre 20 et 40 millions de personnes impliquées dans cet effort d'information, puisque les médias ne peuvent pas passer l'information. Ce sont des citoyens journalistes, on va les appeler citoyens journalistes, des pratiquants de Falun Gong ou des sympathisants des Falun Gong, qui récoltent ces informations et les diffusent à la population. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est ce qui est normal de faire quand on est un être humain normalement constitué, qu'on voit une injustice. On veut la révéler, on veut la diffuser, la faire savoir. Pourquoi ? Parce que aussi, ça peut aider les autres. Et ce qu'on voit, c'est que probablement, suite à tous ces efforts d'information, on a vu des policiers chinois devenir passifs, ne plus vouloir participer à cette persécution. Certains, très peu, ont réussi à s'enfuir pour ne plus être complices de ces crimes. On a vu des médecins, très peu encore, parce que c'est très compliqué de sortir de Chine, mais on a vu des médecins réussir à sortir de Chine pour ne plus participer à ce massacre médical, je ne sais pas comment le qualifier, ce génocide froid, comme on dit, voilà, pour ne plus être complice. Donc, tous ces efforts d'information ont une conséquence très bénéfique pour déjà aider à la prise de conscience, permettre à des personnes de choisir, de ne plus être complices de ces crimes. Et puis, à l'étranger, on peut imaginer, enfin, c'est pas qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut facilement comprendre que quand l'information circule en Chine, grâce à ces efforts clandestins et risqués aussi, quand une personne en Chine récolte des informations comme ça, les imprime, les diffuse, elle prend des risques considérables. Beaucoup d'ailleurs ont été arrêtés, ont disparu suite au simple fait d'avoir imprimé des informations sur ce qui se passe en Chine, notamment la répression des Falun Gong, mais pas seulement. Parce qu'on voit bien que les Falun Gong, non seulement informent sur ce dont ils sont victimes, mais ils informent plus largement sur tous les crimes commis par le régime au pouvoir depuis qu'il est arrivé en 1949. Donc ils sont en train de rendre un service public, enfin de rendre, comment dire, ils sont d'utilité générale, comme on dit en France, ils sont d'utilité générale. Si on les avait écoutés, si on les avait soutenus depuis 24 ans, peut-être que voilà, la crise du coronavirus n'aurait jamais eu lieu parce que la Chine serait devenue plus libre et un scandale comme le scandale de l'épidémie du coronavirus n'aurait jamais eu lieu. Mais ça, c'est juste de la théorie. C'est juste qu'on imagine bien que cet effort est non seulement cet effort fourni par les pratiquants de Falun Gong en Chine pour informer est non seulement louable, courageux, mais il est d'utilité publique en Chine, mais internationalement. On est tous d'accord, nous, en tant qu'occidentaux, pour admettre que voilà, un journalisme libre, la libre circulation des informations, l'éthique journalistique sont vitales. Et là, on le voit très bien. Ils sont en train de faire ce que finalement les médias chinois ne peuvent pas faire. Ils sont en train de rendre un service à leurs concitoyens, mais aussi au monde entier. Parce que, comme Martin Luther King le disait, une injustice commise à l'autre bout du monde nous concerne directement. C'est pas la citation originelle, mais c'est ça, une injustice qui se passe là-bas. On peut penser, oh mais c'est loin, c'est les Chinois, puis ils sont différents de nous, vous savez. On a entendu toutes sortes de choses avec le temps. Les Chinois sont différents de nous, comment ça ? Ça, c'est intéressant, c'est un professeur chinois qui me confiait, quelqu'un qui est passionné par la Chine et qui parle très bien chinois,
et qui me disait, mais Hélène, les Chinois, ils sont juste comme nous en fait. Ils veulent juste être heureux, être libres. Ils ne sont pas différents des humains des autres pays. C'est finalement extrêmement raciste de penser ça, de dire non mais la Chine, vous savez, c'est différent, ils sont nombreux, on ne peut pas les diriger avec une démocratie. Comment c'est des choses qu'on entend dans la bouche de certains politiques. Je l'ai déjà entendu et je l'entends encore régulièrement. D'où vient cette pensée? Cette pensée vient précisément d'un politique chinois qui s'appelle Jiang Zemin. Il a avancé cet argument qui est de dire mais vous comprenez, avec plus d'1 milliard de personnes, on ne peut pas les diriger comme on dirige la population française. Comment peut-on recevoir un tel argument? Ça voudrait dire que parce qu'ils sont nombreux, il faut les persécuter pour qu'ils se taisent ou pour qu'on ait la paix. La vérité, c'est qu'en Chine, il n'y a pas la paix. Il y a même le contraire de la paix. Certains parlent de guerre civile, puisque finalement, c'est un régime au pouvoir qui s'en prend à sa propre population. C'est une guerre civile. C'est un groupe de Chinois contre un autre groupe de Chinois, avec un déséquilibre des forces. Et donc, il y a tout sauf la paix en Chine. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'idées comme ça qui circulent voilà, dans notre classe politique, dans nos médias, qui font que, qui participent au fait que rien ne bouge, rien ne se passe, que la persécution contre les Falun Gong continue en Chine et que finalement, comme il n'y a pas de prise de conscience assez forte en Occident, eh bien, les choses ne changent pas et ça continue et le régime communiste chinois continue à arrêter, torturer, tuer, prélever les organes de nos amis Falun Gong là-bas sans qu'aucune puissance étrangère ne fasse ce qu'il faudrait faire pour y mettre fin. Madame Tong, merci beaucoup d'avoir permis à nos téléspectateurs d'en apprendre plus sur la question et à très bientôt. Merci Madame Rodriguez de nous avoir offert cette opportunité à notre association de prendre la parole sur NTD. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, les choses que je vois, je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspirée. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux. Fondé il y a 5 ans, le groupe Les Toba d'Annévier est composé d'une douzaine de souffleurs de corps des Alpes qui participent à la transmission de cet instrument traditionnel. Leur président, Niels Kummer, nous explique comment le groupe a été créé. Alors, notre membre fondateur, Roger Teta, et son camarade de corps des Alpes qui jouait en duo,
ont lancé un cours par le biais de l'université populaire. Si les mélodies du Cor des Alpes sont bien connues du public, l'origine et l'utilité première de cet instrument sont quelque peu surprenantes. Alors le Cor des Alpes était joué souvent dans les alpages, donc en Suisse, en France, surtout dans les Alpes, parce qu'il y a beaucoup de résonance entre les vallées. En fonction des mélodies, ils avaient des codes par rapport aux musiques qu'ils jouaient, qui faisaient les différentes annonces, soit du loup, soit de la pluie. Le Cor des Alpes est le plus souvent fabriqué à partir de l'épicéa, arbre de la famille des sapins. C'est un instrument qui est fastidieux à fabriquer. Il a besoin de sapins évidemment, mais qui a séché longtemps. Il mesure 3,40 m. C'est un instrument qui existe actuellement en plusieurs morceaux. Auparavant, c'était évidé sur un seul morceau. Maintenant, il existe en 4 parties, c'est le plus fréquent. Quant au son produit par le Cor des Alpes, il serait capable de nous transporter dans d'autres mondes. L'expérience la plus impressionnante, la première expérience, a été de jouer au pied du barrage de Moiry. Quand le son nous revient, on a l'impression d'être dans un autre monde. Effectivement, des petites choses intérieures se transforment et l'écho qui nous fait ressentir l'instrument, c'est vraiment particulier. Après des siècles d'existence, le Cor des Alpes perdure sur la scène musicale et de nombreux jeunes souhaitent encore reprendre le flambeau. Pour ceux qui seraient intrigués, il faut qu'ils viennent dans les vallées nous écouter lors de festivals de Cor des Alpes ou lors des fêtes nationales où il y a souvent des joueurs qui sont partout. La grande période pour nous, c'est celle-là, c'est le 1er août. Ceux qui sont intéressés, nous les prenons volontiers pour leur faire essayer et voir de quoi ils sont capables et surtout de créer des vocations. André Costa, NTD Actualité.